Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour à chacun, bonsoir à chacun et à tous, ça dépend du moment où vous nous écoutez et de votre position sur le globe. Merci de nous rejoindre sur cette émission. Vous savez, nous sommes sur satellite, nous sommes également étendus sur différents canaux à travers le web, donc plusieurs personnes selon différentes positions nous suivent, qui dans la nuit aux États-Unis par exemple, qui le jour, qui le matin, qui le soir. En tout cas, heureux nous sommes de vous retrouver à la minute où j'allais prendre le micro pour cette émission. J'ai été cueilli par une nouvelle pas très bonne, un ancien collègue, Tonton Boni il s'appelle, Boniface Sojinou, avec qui nous avons quand même fait nos âmes ailleurs, avant Diaspora FM vient de nous quitter. Alors, je voudrais bien dédier cette émission à son âme et au repos de son âme et lui rendre hommage parce que c'est également un soldat du micro, c'est un locuteur en langue, bien sûr, Tori, à Misrité sur GRDS FM, une radio sur laquelle nous avons officié avant de nous retrouver ici, à Diaspora FM. Donc, vraiment, que la terre te soit légère, Tonton Boni, alias Boniface Sojinou, de son vrai nom. Happy Goudou, bonjour. Bonjour. Un autre soldat du micro? Vous savez, moi je suis un croyant et je crois à la mort et je crois à la vie. Donc, tant qu'il y a la vie, il y aura toujours la mort. Et peu importe tout ce que la société pense de la mort, même à 90 ans, quand quelqu'un meurt, on pense que dans la sociologie africaine, qu'il y a toujours une cause à cette mort-là. Alors, quel que soit l'âge de Tonton Boni, que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans sa miséricorde. Parce que je crois qu'il a accompli sa mission sur terre et que c'était le moment pour lui de rejoindre l'Éternel. Il est en fin de mission. Voilà. On va prier le ciel qui l'accueille dans sa félicité parfaite. Boniface Sojinou, alias Tonton Boni, c'est son nom d'antenne. Pour tous nos auditeurs de ce côté-là, bien sûr, vous le connaissez très bien puisqu'il partage votre champ géographique. Nous prions le ciel qui lui pardonne ses péchés. Alors, Happy Goudou, nous revenons maintenant à la réalité, celle qui s'attache à notre existence et notre quotidien tout au long de cette semaine. Deux sujets qui me paraissent importants, mais il y a quand même un troisième qui s'y est ajouté et qui va nous permettre d'ouvrir ce débat. Happy Goudou, je vous permets déjà de vous présenter. Aujourd'hui, j'aurais pu le faire, parce que je vous sais sociétaire de Radio Planète, mais vous avez aujourd'hui beaucoup de cordes à votre arc. Et donc, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de Happy Goudou comme, attribution ou tout ce que vous voulez. Je salue d'abord les auditeurs d'ici et d'ailleurs de Diaspora FM. Merci. Parce que toutes les fois que j'ai eu l'honneur d'être invité sur ce plateau ou le plateau de mon frère Ahmed Arepa, Culturelle Maison, on n'a jamais eu vraiment le temps de s'accorder pour que je sois présent. Parfois, j'interviens par téléphone ou de n'importe où du monde je suis. Quand il m'appelle, il me sollicite, j'arrive à répondre. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est en présentiel que je suis là et c'est un honneur pour moi. Et je te remercie pour l'invitation. Et je salue tous les auditeurs qui nous écoutent ici et ailleurs. Alors, je suis journaliste culturel. Parce que je le précise, c'est vrai, on est journaliste avant d'aller à une spécialisation. Ouais. Donc, moi, toute ma vie professionnelle,
je n'ai abordé que véritablement la culture parce que quelque part d'autres artistes au début. Et donc, j'ai gardé cette fibre-là culturelle pour pouvoir apporter un plus dans le domaine. Et après, je suis allé un peu plus loin dans les études pour justement aller après des diplômes, pour aller à l'école de la gestion et l'administration culturelle, donc et à la gestion du patrimoine culturel. Donc, journaliste, Happy Goudou, journaliste culturel, je le revendique toujours, mais gestionnaire du patrimoine culturel. Et c'est en tant que tel que peut-être j'ai ce profil pour pouvoir me prononcer sur les thèmes que vous m'avez envoyés, sur lesquels je dois donc partager mes connaissances avec les auditeurs. Et puis, Happy Goudou, une question quand même préjudicielle qu'on va vider. Vous êtes toujours à Radio Planète? Bien sûr, je suis toujours à Radio Planète. Et comment vous réussissez à vous entendre avec votre patron pour être présent dans le monde et hors des studios de Radio Planète? Et quand je suis présent dans le monde, j'envoie toujours des duplex. Et c'est ça qui fait aussi la particularité de Radio Planète. Super. Parce que voilà, je mets ça à profit parce que c'est vrai que les études et la profession de gestionnaire du patrimoine culturel me sollicite beaucoup plus. Mais comme je suis journaliste culturel et que c'est des territoires qui m'accueillent, des événements culturels qui m'accueillent, je le partage en reportage pour nourrir les menus de la rédaction. Donc je l'ai toujours fait. Mais en réalité, ces derniers mois, j'ai pris un congé sabbatique parce que depuis le 22 avril 2000, où j'ai commencé par officier à Radio Planète. Vous savez très bien qu'on avait connu une émission satire sociale, Bébête Info. Et je suis rentré là, après Radio Univers, par Bébête Info. Et après, je suis rentré à la rédaction et je suis resté. Donc, ça fait de 2000. Après, c'est vrai, je suis allé faire des études, mais je suis revenu. Oui. Après, j'ai été prêté pour lancer Alliance FM à Togon en 2003. Okay. C'était quelques encablures d'ici. C'était un contrat entre les deux patrons. Et ils m'ont envoyé. Et je suis allé là-bas lancer la radio 1 an en tant que rédacteur en chef. Et après, j'ai quitté. Je suis revenu encore à Radio Planète avant de repartir encore pour 2 études. Donc, c'est un contrat flexible où le patron comprend. Et il permet donc d'aller étudier, revenir si on veut, etc. Donc, moi, je suis toujours revenu à Radio Planète parce que c'est ma radio de cœur. Je peux justement travailler dans d'autres radios, mais c'est là que vous avez choisi. C'est là que j'ai choisi. C'est elle qui vous a accueilli. Parce que là, je me sens plus à l'aise. Et les émissions culturelles, tout ça. Il y a eu une émission culturelle, Le Monde des Cultures, après le sociétal culturel qui est toujours là et dont les auditeurs réclament toujours la diffusion. Mais j'ai voulu réellement prendre au moins 1 an pour pouvoir parce que depuis 2000 j'ai jamais eu de congé officiel. D'accord. Et comme je voyage beaucoup pour la radio, parfois sur les festivals, etc., j'estime que je prends déjà des congés. Mais c'est vrai que je travaille toujours. Mais de façon réelle, prendre congé, se retirer de la rédaction et envoyer des duplex, etc., je ne l'avais jamais fait par le passé. Donc, super. Vous nous avez bien sûr ouvert le ventre de votre réalité et je vous en remercie. Diaspora FM aussi aura d'ici à là à profiter de vos différents voyages. Bien sûr, pour des duplex ici aussi, pourquoi pas sur des événements culturels d'envergure. Exactement. Que vous êtes amené à vivre en direct dans les capitales étrangères, même européennes et pourquoi pas américaines. Vous savez, vous me permettez, Peggy, pour revenir sur cet aspect-là, il y en a qui pensent que lorsqu'on travaille pour une radio, qu'on ne peut pas partager avec d'autres radios. Moi, je dis c'est faux. Parce que la collaboration, lorsque vous allez dans un pays spécifique, vous avez le devoir de servir votre peuple. Et
moi je l'ai toujours fait, la prose sociétale a été animée par un concert, donc un collège de journalistes culturels qui sont... Vous ne m'avez jamais invité sur cette émission. Pourtant, vous me savez culturel dans l'âme. Exactement. D'abord, avant le reste. En fait, il y a 3 qui sont fixés. Je peux appeler leur nom. Il y a Elliot Djordji, il y a Marcel Pogodo et il y a Pacom Alomakwe. D'accord. Paix à son âme, Donatien Gbagidi. Oh là là. Ça, c'est encore un autre nom. Il fait partie des premiers à être fixés. Et après, il nous a quittés. Il y a Henry Morgan, qui a fait partie de la première équipe. La première vague. Lui, pour des raisons professionnelles et d'indisponibilité, donc, il est parti. Mais les 3 autres que je viens de citer sont restés toujours jusqu'à aujourd'hui. Et c'est parce que, comme il y a eu ce congé-là, ils sont tous en congé. Et Marcel aussi a profité pour aller sur un chantier au nord et il est encore là-bas. Donc, on a fixé un délai, c'est jusqu'au 31 décembre. Donc, à partir de janvier 2023, on va redémarrer. Plaise au ciel que cette émission puisse vraiment durer le temps qu'il faudra. Amen. N'oubliez pas qu'il y a une ressource aussi qui peut passer dessus. Il n'y a pas de souci. J'espère que j'aurai le temps quand vous allez me solliciter. Maintenant, revenons à l'essentiel d'aujourd'hui. Nous avons 2 sujets. Déjà, les auditeurs savent que le Fonds des arts et de la culture, qui a remplacé le Fonds d'aide à la culture, est dissous aujourd'hui. On ne comprend pas vraiment les raisons. Vous êtes spécialiste des questions culturelles, vous l'avez dit, donc c'est à ce titre que vous êtes sur ce plateau. Nous allons parler également de la revalorisation de la carte de presse pour les journalistes au Bénin. La question fait rage, a d'ailleurs retenu beaucoup de confrères, beaucoup de consoeurs, beaucoup de journalistes. C'était jeudi à la Maison des médias pour en discuter et ça a été vraiment une belle occasion pour redonner toute sa valeur à la carte de presse. On en parle dans cette émission, mais avant, on s'ouvre l'appétit par la Sénat, la Commission électorale autonome, qui a lancé ou, reçoit dès ce vendredi, les dossiers de candidature pour les législatives de janvier prochain. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez pu tourner votre nez, fouiner un peu par la Sénat avant de passer ici pour savoir si quand même on a pu recueillir tout au moins les dossiers d'un parti politique? D'abord, depuis un temps, je me réserve d'opiner sur les questions politiques. Les questions politiques. Parce que quand je me suis spécialisé, je sais qu'au Bénin, nous sommes très nombreux comme confrères à ne faire que la politique. Au plan où on pense qu'il n'y a que les journalistes politiques qui existent. Et quand vous dites je suis journaliste culturel, les gens te disent, bref. Mais je ne suis pas moins politique que les autres. C'est juste un choix. Pour dire que ce que je pense déjà de l'univers, disons, lié à l'élection ou aux élections au Bénin, c'est que nous sommes un des rares pays africains à bien organiser nos élections et à bonne date et à réussir avec les moyens qu'il faut. Et le timing, je sais aussi que pour ce qui concerne l'enregistrement des candidatures à la Sénat, c'est toujours le dernier jour à 0h moins 5, parfois à 2, que les gens affluent et ils arrivent à finir, à déposer leur dossier et on ferme le portail. Donc, si c'est le premier jour, je ne pense pas qu'un parti politique ait encore déposé de dossier de candidature. Parce que c'est une question de positionnement de liste. Et vous savez que dans cette affaire, il y en a qui pensent qu'ils peuvent même figurer sur la liste, peut-être et ils ne s'y retrouvent pas. Jusqu'au dernier moment, ils sont peut-être sur la liste, mais Dieu seul sait par quelle alchimie parfois les chefs de parti déposent leur réelle liste. Ça fait 1. C'est des jeux politiques. 2, il y en a qui sont positionnés peut-être tête de liste et qui se retrouvent suppléants ou bien deuxième sur la liste. Et aujourd'hui,
je me dis, pour qualifier donc le processus électoral, je sais que la Sénat, avec son âge, avec son expérience, dispose des compétences nécessaires pour réussir l'opération. Donc, nous devons être à l'aise, surtout qu'il y a une sorte d'organisation qui permet à l'électeur déjà de savoir où il va voter, à quel poste il va voter, et cela est vulgarisé par des moyens de technologie, disons, révélés, modernes. Apparemment, vous avez reçu le message. Et le message est partagé donc dans votre box. Dans votre inbox, vous voyez. Et donc, je me dis que on a évolué en professionnalisme de gestion donc des élections. Des élections. Ça, franchement, chapeau au gouvernement, chapeau à toutes les institutions qui sont impliquées dans ce processus-là. Et maintenant, l'autre aspect, c'est attirer l'attention sur les intérêts égoïstes. Il ne faudrait pas que nous revenions à des moments d'élection truqués. Ou des élections qui portent des gemmes de protestation, de contestation. Bien, voilà, et tout ça, et de violence surtout. Oui, mais tout est fait pour éviter ça. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est la NIP qui a la charge de nous confectionner la liste électorale. Je peux vous assurer qu'il y a eu un audit qui s'est tenu au cours de cette semaine et qui s'est achevé hier, si je ne m'abuse. Et d'ici à là, la liste sera transmise à la Sénat et j'espère que ce sera exempt de contestation. C'est ça. Et après, nous, moi, je suis très sensible aux violences. J'aime pas la violence. Ouais. Et c'est pour ça... Il ne faut même pas. Que j'attire toujours l'attention des hommes politiques. Ne faites rien qui puisse amener votre semblable à exercer la violence ou à subir la violence de votre part. Ça, je l'ai toujours dit. Et nous savons que de par le passé, il y a une partie donc du Bénin qui avait exercé des violences, où il n'y a pas eu d'élection, où il n'y a pas ici... Il y a eu des élections dans certaines parties du Bénin, mais dans d'autres parties, il n'y en a pas eu. Jusqu'à 18h, ça ne démarrait pas. Cette fois-ci, je suis convaincu et persuadé que toutes les parties, toutes les régions du Bénin vont au moins exercer leur droit de vote et cela va se passer de façon pacifique. Mais Happy Goudou, je vous rappelle, ou je vous annonce quand même qu'il y a quelques zones d'ombre ou quelques zones d'inquiétude, parce que j'ai lu la presse ce vendredi, il y a certains partis politiques qui élèvent des inquiétudes. Vous n'êtes pas à savoir que Moël Bénin a fait savoir que il y a de ces candidats fiables, si le thème existe, je me permets de parler ainsi, qui n'ont pas reçu leur quitus fiscal. Le parti Les Démocrates, le parti FNN et le parti GSR aussi ont connu le même soir. Et jusqu'alors, je vous parle, beaucoup de ces partis politiques ou beaucoup de militants de ces partis politiques n'ont pas encore eu leur quitus fiscal. Quand même une pièce maîtresse qui risque de porter invalidation de leur liste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La différence, c'est quoi? Le quitus fiscal, c'est, disons, un nouvel instrument ou un nouveau mécanisme d'éligibilité. C'est l'une des pièces importantes pour valider votre candidature. Mais qui ne se donne pas sans critères. Ouais. Si je comprends bien, il faut que le parti puisse respecter un certain nombre de critères. Si les critères ne sont pas réunis, pourquoi vous voulez que forcément... Oui, mais ce qui étonne, c'est que ça fait quand même des mois que des gens ont déposé la demande pour obtenir cette pièce. On aurait pu quand même les traiter en temps, leur demander de venir compléter ou de corriger ce qui ne va pas. Et pourquoi jusqu'à l'heure où nous parlons, ces demandes-là ne sont pas satisfaites? Moi, vous savez... On peut quand même s'en inquiéter. On va s'en inquiéter, d'accord. Mais... on va aussi mettre l'accent sur le respect donc des différents critères qui rentrent en ligne de compte de la délivrance de ce quitus-là. Oui, cela va de soi. Voilà. Si par exemple, il est dit que c'est dit que c'est un tout ou un rien, vous remplissez les conditions, on vous délivre,
vous ne remplissez pas, on ne vous dérive pas. Mais il n'est pas question peut-être de dire, si vous remplissez, et qu'il reste encore des trucs à faire, on va vous appeler pour que vous le fassiez. Je ne sais pas si c'est comme ça, parce que moi, je vous le dis, je n'en sais pratiquement rien. Mais je souhaite quand même que les gouvernants qui délivrent ça puissent dire les raisons pour lesquelles ils retiennent encore la délivrance donc de ce quitus-là. Mais à certains politiques. Qui inquiète, parce que cela coïncide avec des partis politiques qui se disent de l'opposition. Voilà. Et il ne faudrait pas créer de frustration pour rien. Maintenant, ce que je voulais dire, ce qu'il faut quand même, ce qui inquiète dans cette affaire, c'est que le délai de dépôt court et n'est pas si long que ça. C'est maximum une semaine pour permettre à la Sénat de rapidement enclencher les procédures d'études de listes et autres pour voir les conditions et autres, quelles sont les listes qui remplissent évidemment les conditions qu'il faut pour aller aux élections. Alors, si à ce jour, ce premier jour, des partis n'ont pas encore reçu, ou les membres des partis n'ont pas encore reçu ce quitus-là, il y a problème. C'est ça. Et normalement, il ne devait pas avoir de problème. Il ne devait pas avoir de problème. Il y a problème lorsque on manque de communiquer. Il faudrait que l'autorité ou la structure qui délivre ce quitus puisse communiquer autour de la rétention de ce quitus-là au lieu de le délivrer à bonne date. Il faudrait qu'il communique. C'est pas encore délivré parce que tel parti ne respecte pas tel point, et en ce sens-là, on ne délivre pas. Là, le parti même est situé. Mais là, il faut le notifier au parti. C'est ce que je dis. Il faut le faire, parce que ne pas le faire, c'est ça qui met justement le doute. Voilà. Et on commence par se faire des idées. On commence par se dire, mais c'est parce que nous sommes de l'opposition, ils ne veulent pas que les opposants aillent aux élections. Ils veulent avoir une assemblée nationale monocolore, et etc., parce que les gens se disent, BR et puis UP, c'est bonnet, blanc, bonnet. Blanc, bonnet. Et maintenant, le Moël aussi. Mais Moël est de la mouvance présidentielle. Donc, c'est pas que des partis de l'opposition. C'est ça. Donc, vous voyez, donc si on admet que ce soit uniquement ces partis qui aillent aux élections, c'est que c'est pas bien. Bon, je pense que FCBE au moins a son quitus. Bon, jusque-là, on n'en a pas encore entendu parler, mais il y a toujours qu'il y a des grincements. Parce que je vais vous dire, moi, c'est vrai, moi j'étais pas au pays, et donc je n'ai pas suivi du tout le processus. Et même si j'étais là, c'est que vous savez, j'ai dit que la politique m'occupe moins maintenant sur les antennes. Mais savez-vous que si vous ne faites pas la politique, elle vous fera? Oh, ben, c'est quand vous vous mettez sur le terrain de la politique que si vous ne le faites pas, elle va vous faire. Non. C'est ça. Quand vous êtes là, il y a des décisions qui sont prises par les politiques et qui vous engagent. Et mais vous ne pouvez même pas dire non. Non. Vous savez, l'une des questions, par exemple, qui concerne la suppression du Fonds des arts et de la culture est une décision politique. C'est une décision prise par les politiques. Alors. Mais cette décision peut ne pas être une décision politique. Peut être une décision structurelle. Parce que lorsqu'on tente quelque chose, on va revenir là-dessus. Vous auriez peut-être défendu. Oui, mais c'est ce que je dis. Une autre posture. C'est ça, mais ce n'est pas en revendiquant politiquement que je vais gagner ça. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Donc, ce que moi je dis en matière de politique, c'est que il faut être sur le terrain politique. Si tu acceptes d'aller sur le terrain politique, il faut faire la politique. Il faut jouer. Parce que la politique, on ne la fait pas pour les beaux yeux de quelqu'un. On le fait pour des intérêts. On le fait pour obtenir le pouvoir. Mais retenez aussi que la politique, c'est pour le bien de la cité. Qu'on soit de gauche ou de droite. C'est parce que ça concerne justement la cité. Voilà. Et normalement, cela ne doit nécessiter que le bien donc des populations. Normalement, c'est ça. Un dirigeant peut opter pour une stratégie ou un plan politique, et cela peut ne pas convenir aux populations. Si lui, il pense que c'est bon pour le peuple,
et il peut y avoir des grincements dedans, des oppositions, etc. Mais finalement, cela peut bien agir. Et donc, vous voyez, par exemple, le président Talon, au début, il était vomi. Hein. Ah oui. Personne n'admettait sa politique parce qu'on dit tout le monde a faim, les impôts, etc., etc. Mais c'est ceux-là qui n'ont pas lu son projet de société qui s'en étonnaient. C'est cela. Nous qui avons lu son projet de société, moi par exemple particulièrement, je sais que c'est comme ça. Il a voulu faire donc de son mandat une construction du pays à partir du pays. C'est cela. Et donc il y a forcément des sacrifices à faire. Donc que les gens, et puis quand on dit gouvernement de la rupture avec quoi? Voilà. Il avec faut le rompre passé. Avec le passé. Avec et il y a, des passé. pratiques du passé qui n'arrangent pas forcément le pays. Aujourd'hui, quand tu es béninois, tu sors du pays, tu es fier d'être béninois. Tu es fier parce que de l'autre côté, les gens ils se disent toujours « Ah, le Bénin est particulier, le Bénin est en train de faire un bond en avant. » Et le Bénin se révèle. Nous avons encore des efforts à fournir, mais pour l'instant, je pense que c'est bon pour le moral, tout va bien, selon moi. Ah, d'accord, c'est vous Ouais, qui trouvez ça, que c'est tout moi. va bien. Oui, parce je que dis vous, selon moi, parce que vous venez... aujourd'hui, quand tu es... Vous venez d'ailleurs, Quel que soit vous ce n'êtes que pas tu sur le territoire à 100%. Non, c'est vrai, pas à 100%, mais Alors. c'est mes compétences acquises ici qui me permettent d'aller ailleurs, de comparer ce qu'il y a ailleurs à ici. Et de voir qu'aujourd'hui, quand C'est- on c'est fait la mieux qu'il y ait. comparaison, c'est que c'est très proche maintenant des pays qui se développent. Et c'est comme ça que Ce les n'est gens ont plus faim. comme ça avant. Oui, les Parce gens... parce que ça les crée gens la font des- famine ici. Ah, mais c'est parce que les gens, Bon, justement... pas la famine, ça crée la faim. Mais je vais vous Parce que expliquer. la famine, c'est la Il n'y a comment dire, aucun c'est agent plus, de c'est l'État plus grave. qui s'est plaint de son salaire. Il y a toujours les salaires qui sont payés. Pourquoi Ben, les gens le pensent sa- qu'il doit faire? le salaire est à quel niveau? Est-ce que le salaire suffit à On jamais peut suffit? revendiquer une augmentation du salaire, Ah non. ce qui a été fait, ce qui a été promis. Mais ce n'est Le pas encore, SMIC, ce n'est pas encore Mais on accordé. dit que c'est dans l'exercice 2023. Donc, on ne peut pas le faire en cours d'année dans la prise. Mais il y a eu des annonces quand même. Et modifier. Il y a eu en des même temps. annonces quand même. Oui, il y a eu des annonces. Des intentions Bien sûr, mais qui auraient pu être concrétisées. bon, c'est que c'est une question de planification. Mhm. On ne peut pas annoncer et commencer en même temps. Mais Parce que c'est un exercice qui est en cours. Donc il faut la fin de l'exercice et une programmation donc de cette promesse-là sur le prochain Mais pendant exercice. pendant ce temps, ça crie. Non, mais pendant ce temps, ça crie parce que... Ça crie, oh j'ai pendant- faim, oh j'ai faim. Vous savez, ceux qui crient « Oh, j'ai faim », c'est qui? C'est deux catégories. Ah oui? La première catégorie, c'est ceux qui, avant, ne savaient pas qu'il faut travailler réellement pour gagner Mais et qui pensaient que... je ne vous comprends pas. Qui peut penser qu'il ne faut pas travailler avant de gagner son pain? Un Qui peut exemple. penser ça? Un Oui. exemple. Oui. Ça se passe dans mon village. Ah oui? Oui. Où des gens pensent qu'on peut manger sans travailler. Sous le régime de faim, j'ai quelqu'un de ma génération qui n'a pas de travail. On a été à l'école à un niveau donné. Et lui, il s'est arrêté à un niveau donné. Nous, on a continué. Et nous, on s'est débrouillé pendant qu'on étudie, on se débrouillait. Pour gagner un peu. Pour gagner un peu. Moi, je faisais du théâtre, je faisais des sports, je jouais au football. Même les maîtres d'études. Et je faisais des cours à domicile, À mais domicile. à un niveau donné, en troisième année d'université, j'ai laissé parce que le théâtre, le cinéma, tout ça prenait plus Plus de de temps temps. et ça rapportait plus pour moi. Et donc, j'ai laissé les autres. Même l'enseignement, je ne l'ai pas fait assez. Donc, il y a ça. Mais moi, quand j'étais en cabine, je coiffais les gens. Ah, vous avez ce don-là aussi. Oui. Donc tout ça, ça fait partie des à côté. Mais celui-là, par exemple, avait un oncle au ministère des Finances. Je ne veux pas le Appelé nommer, de nom, oui. qui était bien placé et qui, chaque week-end, envoyait au moins 40 000 francs à son neveu. à son frère, à son petit frère. D'accord? Minimum, j'ai dit. Alors, quelqu'un qui est resté au village, et il est dans le village de son oncle,
il a une maison, il a une chambre dedans, un appartement dedans. Il vit bien. Et il est à au moins 20 000 francs le week-end. Ça veut dire que vous faites 20 000 francs fois 4. Il y a Ça fait 80 000. 80 000 francs le mois. C'est comme s'il était salarié. Et il est au village, il vit bien. Bien placé, hein. Et il ne faisait pas un travail spécifique. Il ne cherchait pas à travailler. D'accord? Mais est-ce que c'est le salaire réglementaire de cet oncle-là qui lui permettait d'avoir ça? Non. C'est les à côté. Assurément non. Voilà. Assurément non. Et donc, ces à côté-là ont été supprimés sous le régime actuel. Et donc, l'oncle n'est plus capable de le faire. C'était trop tard. Lui, il a déjà fait 2 enfants. Il crie, il est parmi les crieurs il dit aussi. Alors, Rafi Goudou, on va aller directement parce que le temps sort va. Il faut qu'on ouvre maintenant le grand livre, celui de la dissolution du Fonds des arts et de la culture. Quelles sont les raisons qui ont conduit à cette décision du ministre ou du Conseil des ministres? Parce que c'est le ministre qui a dû porter le dossier en Conseil des ministres et ensemble ils ont décidé de la dissolution de cet outil qui en fait devrait quand même permettre aux arts, à la culture béninoise de s'éclore. Malheureusement, on n'a rien eu. Bon, on va pas dire on n'a rien eu, on a eu des petites choses, mais pas à hauteur des attentes. Qu'est-ce qui explique la chose? Alors, j'ai reçu la nouvelle quand j'étais pas au pays, hein. C'était mercredi passé ou bien passé? Mercredi passé. Mercredi passé. J'étais pas là. Je suis rentré 2 jours après. Mais je l'ai reçu quand j'étais là-bas. Et j'avoue que moi-même, j'ai pas directement cherché la raison. La raison officielle, c'est contre-performance du Fonds des arts et de la culture. C'est le thème générique? Oui. Ça couvre tout? C'est ça. Donc, si je m'en tiens à ça, qu'est-ce qu'on appelle contre-performance? L'État a, disons, instauré le fonds. C'était Fonds d'aide à la culture, suite à la charte culturelle et à l'article 29 qui dit que l'État initie un fonds d'aide à la culture pour encourager la création artistique et culturelle et, disons, contribuer à la promotion de la culture béninoise à l'étranger, à l'international. Et donc, c'est cet article-là qui a fondé le fonds. Et le fonds a évolué de 600 millions à 800 millions, 1 milliard, 1,5 milliard, 3 milliards et 5 milliards. Wow. Jusqu'à... Le fonds a pu atteindre 5 milliards. Il y a Iboni en 2016. Pour l'ERCI 2016, le fonds était à 5 milliards de francs CFA. Et c'est le ministre Abimbola qui a fait ce travail-là. Mais finalement, il était allé à l'Assemblée parce que c'était les dernières heures du régime voilà. Donc, il a préféré aller à l'Assemblée, mais c'est lui qui a travaillé à augmenter le fonds progressivement. Ça fait un aspect. Et quand c'était allé là, mais normalement, une culture qui est dotée d'au moins 5 milliards doit quand même respirer. Par an. Doit quand même respirer. Doit quand même faire rayonner le pays. Hein? Mais l'impact n'était pas du tout clair. On n'enregistrait pratiquement pas d'impact. Quand on dit impact, c'est disons, noté quand même un résultat par des actes, voilà, des résultats probants. Des résultats probants qui profitent à un intérêt général. C'est pas quand, par exemple, je vais prendre le fonds et j'arrive à me construire une maison à étage, j'arrive à acheter des voitures, j'arrive à avoir des maîtresses dans les rues à qui je loue des maisons, etc., où je vis bien. Tout ça s'est passé. Je peux m'asseoir et manger pour combien, etc. Ce n'est pas ça l'impact dont on parle. Tout ça s'est passé. Bon, ça fait partie donc des mauvaises pratiques issues donc de la gestion du fonds. Rapi Goudou, je vais évoquer très rapidement un cas, quelque chose qui aurait pu se passer au Bénin et en qualité plus grande, en qualité supérieure. Je ne sais pas si vous avez suivi pendant l'année dernière ou il y a 2 ans ce feuilleton qui, ma foi, passait sur Canal+,
je crois, c'était une chaîne là, non, c'était pas sur Novelas, mais c'était sur une chaîne où il y a eu quand même cette production qui a attiré beaucoup de monde. Un feuilleton dans lequel on parlait, il y avait une des égéries Marème et autres. Et c'était vraiment un feuilleton que les Béninois ont aimé, que les Africains ont adopté, parce que c'est Canal Plus qui l'a diffusé. Alors, des exemples du genre, avoir des productions de grande qualité, mais auraient pu provenir de ce fonds-là, par exemple. C'est quand même 5 milliards. Il ne faut pas aller sur le terrain de la cinématographie. Non, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple. On a la musique, on aurait pu citer. Voilà. On a les arts plastiques. Voilà. Je préfère la culture est variée. Les arts plastiques n'ont même pas attendu le fond pour s'exploser, parce que les artistes plasticiens sont très talentueux au Bénin. Ah oui. Ils révèlent le pays un peu partout dans le monde. Quand vous prenez les Romer Azumel, Dominique Zinkper, il y a aussi des Laudamus Egbo, Bokor, Sébastien, Marius, ils sont nombreux, ils sont nombreux, très talentueux. Les Philippe Abayi, c'est des gens qui essayent quand même de défendre les couleurs nationales. Et donc, ils sont talentueux, tout simplement. Mais ils n'ont jamais forcément attendu le FAC pour partir. Mais ce que moi je voulais dire, la mission escomptée par l'État en instaurant un fonds des arts et de la culture n'a pas été atteinte pendant des années. Mais comment on peut comprendre ça? Qu'est-ce qui se passe? Cette mission n'étant pas atteinte, le gouvernement actuel est très pratique, vous savez. Même si... Oui, mais lui aussi a attendu, quand même. Ben oui, il a fait de 2016 oui, mais là, je vais vous dire. Et on attend près de 7 ans avant de prendre une décision comme celle-là. Il y avait d'abord eu un abattement qui est intervenu en 2016, justement, au lendemain de la prise du pouvoir par le président Talon, qui a vu que mettre 5 milliards sur le fonds, comment on mobilise le 5 milliards? Parce que quand le président Yahi Boni partait, les 5 milliards n'étaient pas encore effectifs. Donc, il y avait de l'argent et c'est au compte-gouttes qu'on essaye donc de renflouer cette caisse-là pour que les 5 milliards soient totalement atteints avant le 31 décembre. Mais le système est tel que le ministre, sous le président Yahi, avait une cagnotte qu'on appelait IDM, instruction directe du ministre. Wow. Et c'est comme un fonds politique. Le ministre peut attribuer 20 millions à un acteur. C'est une caisse noire. Compte tenu donc de sa sollicitation, et dit bon, donnez-lui 20 millions, donnez-lui ci, donnez-lui ça. Et comme le dernier ministre de la Culture, donc de ce régime-là, partait, normalement en avril, sur 480 millions, normalement, les 480 millions devaient couvrir toute l'année parce que l'État a une continuité. Mais ça a été consommé déjà totalement avant mars 2016. Wow. Donc, ça, c'est ce que nous appelons objectif non atteint. Parce que le prochain ministre va utiliser quoi alors? Donc, ils ont regardé tout ça, ils ont proféré un abattement. Et tous les acteurs qui attendaient, par exemple, qui ont eu des notifications de financement et qui attendaient qu'on finance leur projet, ont vu leur projet compromis et ils n'ont plus les sous jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'abattement était d'un taux de plus de 52% sur le budget du FAC. Donc, ils ont fait un renouvellement et réorienté le peu qui est là. Sous le président Talon, il y a eu des réformes. Les acteurs culturels étaient majoritaires dans le conseil d'administration du fonds. Et donc, il a été pris comme décision que le ministre n'a plus droit à cette cagnotte-là directement. Institution directe du ministre, ça n'existe plus. Et comme le fonds a son manière de procédure et une structure autonome placée sous tutelle du ministère de la Culture, le ministre, s'il demande, ça veut dire qu'il fait des injonctions ou il fait juste des recommandations. Et il envoie une fiche pour dire, bon,
il faut voir de près ce dossier-là avec tel acteur. Et si l'équipe en place qui est là veut financer, elle finance. Si elle ne veut pas, ou si cela n'est pas prévu dans leur truc, ils ne font pas. Alors, donc, la deuxième raison, c'est que le Fonds des arts et de la culture a connu des réformes, et ces réformes, beaucoup n'ont pas compris l'esprit. Et ça fonctionnait. C'est pourquoi je réponds à votre question de pourquoi on a attendu autant d'années, 7 ans, avant de supprimer. Ça veut dire que si on a attendu cela, c'est que les choses se passaient quand même pour bien. Parce que il n'est pas dit maintenant c'est pour mauvaise gestion du FAC. Ça veut dire que le directeur général qui était là et toute son équipe n'ont pas fait une mauvaise gestion. Et il y a eu des comptes performance. Il y a eu des inspections des finances, des inspections du ministère régulièrement sur la gestion du FAC, mais cela n'a jamais donné un résultat de mauvaise gestion ou de malgouvernance ou de détournement, etc. Sinon, vous savez, si c'était détournement, il y a longtemps que le président Talon s'est dit que c'est la criette qui intervient. La criette même est passée par là. Donc, mais est-ce que ce n'est pas juste un jeu de mots? Parce que compte performance. Non, non. Quand on dit que c'est compte performance, ça veut dire que c'est l'État même qui revient. Si ce n'est pas mal géré et que quand même les résultats ne sont pas. Si ce n'est pas mal géré, il n'y aurait pas de compte performance? Non, pas du tout. Pourquoi? Une gestion technique, il y a la gestion technique, la gestion financière. La gestion technique est axée sur quoi? La gestion technique est axée sur quoi? Non, sur les objectifs. C'est ça. Et les objectifs doivent être atteints. Justement, mais je vais vous dire quelque chose. Alors, si vous prenez l'argent que vous donnez à votre copain ou à votre copine, qui s'en va se louer un peu un appart ici, faire la Java là et autres, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Non, mais d'où la compte performance. Mais ça peut ne pas être ça directement. Ça peut être quoi? Ça peut être que le monsieur a un projet d'un budget de 20 millions. Le fonds ne finance pas la totalité des budgets, le fonds accompagne. Et il dit, je veux faire telle chose. Et il prend l'argent. Il prend, au lieu de dire, si moi je n'ai pas au moins 10 millions chez le FAC, je ne prends pas le reste. On l'appelle, on dit, viens prendre 5 millions au lieu de 10 ou bien au lieu de 20. Comme il sait que c'est de l'argent, il va prendre. Il va maintenant, mais ça va pas lui suffire. Il n'a plus d'autres cordes à son arc pour compléter le gap de ce budget-là. Et il va faire quelque chose juste sur le terrain avec les 5 millions qu'on lui a remis. C'est aussi de la contre-performance. Et c'est ça la généralité donc de ce FAC-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a contre-performance. Mais moi, j'ai pensé que ce problème-là, c'est ça qui a été réglé avec le fonds, désormais, des aides de la culture. Non. Parce que avant, c'était le fonds d'aide à la culture. Je vais vous dire ce qui a été réglé fondamentalement. Et ce fonds-là, oui, avait cette pratique. Mais voilà, le fonds d'aide. Il y avait les acteurs culturels, je me souviens très bien, qui s'étaient rebellés contre la chose. Il y avait beaucoup de ils ont été beaucoup plus impliqués maintenant. Non. Dans la création de non, pas du tout. Non, pas du tout. Je vais expliquer. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Je vais vous expliquer. Le fonds d'aide, autant du fonds d'aide à la culture, vous avez au moins 9 représentants des acteurs culturels dans ce conseil d'administration. Ils faisaient la majorité. Le théâtre, la danse avait, les arts plastiques avaient, le cinéma, le théâtre, la littérature, le patrimoine, tout cela était représenté. La musique moderne, la musique traditionnelle, tout cela était représenté dans le conseil d'administration. Je crois qu'il faisait 9. Sur un conseil d'administration de 13 membres. Et maintenant, voilà qui sont des créateurs. Ils ont aussi leur projet culturel. Mais comme tu es au conseil d'administration, normalement, tu ne dois pas bénéficier directement du financement. Mais ils ont lutté pour aller là-bas. Délit d'initié. Et il n'y a eu que des délits d'initié. Ils vont vivre de quoi s'ils vont se priver le financement? Au lieu de rester créateurs et de dire, bon,
nous accompagner des administratifs, des gens comme nous, qui, par exemple, ne sommes plus créateurs, mais avons étudié l'administration donc de la culture et qui avons la pratique de la gestion administrative. On ne laisse pas la place à ces jeunes-là. Ils ruent tous pour aller prendre parce qu'ils savent que arriver là-bas, ils ont des neveux, des cousins pour pouvoir placer sur leur projet. Alors, et après. Donc c'est ça qui a été vraiment modifié. On doit évoluer dans le débat parce qu'on n'a plus le temps. On a un autre thème aussi à aborder. Pour conclure sur ce dossier, quelle sera la suite? Alors la suite, c'est qu'il y a le Fonds de développement des arts et de la culture et c'est une ligne. Désormais, ça ne fait plus partie. Ce n'est plus une institution qui a aussi un budget de fonctionnement. C'est une ligne qui est placée au Trésor. D'accord. Et donc, il y aura une commission... Sous la tutelle du ministère de la Culture. Oui. Là, maintenant, c'est le ministère des Finances. Ah, ce n'est même plus le ministère de la Culture. Mais le ministère de la Culture a un avis technique, certainement. À y mettre. Voilà, à y mettre. Et la commission doit être composée ou bien proposée par le ministère de la Culture. Mais l'argent n'est plus sous tutelle du ministre de la Culture, mais directement logé au Trésor. Donc, c'est sous la tutelle du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Et ce que moi, je crains tout de suite, c'est que tout le monde sait que le processus est très long. Et je ne souhaite pas que cela s'applique aux secteurs des arts et de la culture parce que lorsque, par exemple, pour la mobilité donc d'une création artistique et culturelle, on a besoin tout de suite d'avoir une subvention pour acheter des billets et garantir donc la participation du Bénin. Et que ça devient une affaire de l'État. N'est pas encore. Ça devient une affaire du gouvernement à travers le ministère. Donc, il faudrait que la commission tienne compte de tous ces aspects-là, les urgences, comment on les règle, et qu'on n'attende pas forcément que la commission se réunisse pour pouvoir donner du financement à la mobilité. Parce que les journalistes culturels, par exemple, nous, on peut être invités sur des festivals pour des formations, des renforcements de capacités à l'étranger. D'accord? Parce que nous sommes aussi des acteurs culturels. C'est comme les journalistes sportifs qui participent aux matchs, qui voyagent avec les équipes, etc., pour rendre la visibilité de la participation. Donc, ce doit être la même chose. La même chose chez les journalistes culturels. Normalement, c'est ça. Et c'est ce que j'appelle les artistes à comprendre que c'est pas parce que le fonds arrive à financer, par exemple, la mobilité donc des journalistes culturels que vous allez penser que le fonds, c'est pour vous seul. Vous créez, mais vous ne savez rien de la promotion. Ouais. Vous pouvez aller jouer peut-être ailleurs parce que, je le dis comme ça, vous me permettez de faire une mise au point. Oui. Surpris sur un forum. En 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, parce que... sur un forum créé par un certain Bobodé, qui... c'est l'artiste Bobodé, pas un Non, certain. bon, écoutez, il est artiste, d'accord, mais sous d'autres cieux, il n'est pas artiste. En France, il n'est pas artiste. Mais ici, il est C'est artiste. quand il vient ici qu'il fait l'artiste. Il a des productions. Il a des productions combien? Et depuis combien d'années? Parce que nous, on regarde tout ça pour savoir qui est artiste et ou pas. C'est pas parce qu'on vient pour organiser des activités en faveur, pour dire qu'on veut faire la fête de la musique béninoise. Ouais, c'est un promoteur culturel. Un promoteur culturel, d'accord. C'est un acteur culturel. Qu'est-ce que vous avez contre ça? Est-ce que, je n'ai rien contre. Mais ce que je lui reproche, c'est que... Malheureusement, il n'est pas là. On va avec pas un certain jeune Sosumbo, etc. N'a plus Moi, je de pense nom que... parce qu'ils sont pas là. Non, je pense que... Ils pourront pas répondre. Non, c'est parce qu'ils ont dit les choses sur les réseaux sociaux. Oui, mais... Et j'ai écouté, je me suis dit... Non, vous n'allez pas réagir. Il faudrait ici. leur dire que nous sommes dans une complémentarité. Lorsque l'artiste crée et n'a pas un communicant ou un journaliste... Ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Voilà. Alors, pourquoi on pense que les journalistes culturels n'ont pas droit au FAC et l'autre, notre confrère Fortuné, avait juste fait un article de compte rendu de la rencontre du ministre en charge de la culture avec les acteurs culturels qui rassurait que c'est pas parce qu'on a dissous le FAC de cette formule-là qu'un autre FAC n'existe pas. Et c'est ce qu'il a dit dans l'article. Pourquoi les gens ne veulent pas justement comprendre? Ils vont comprendre, Rapi Goudou. On va organiser un plateau spécialement culturel, spécialement fondé dans la culture, fondé des arts à la culture. Ne vous en faites pas, il y a beaucoup d'espaces qui peuvent servir à ça. Rapidement, regardons nous-mêmes en face.
Maintenant, sur le troisième sujet, parce qu'il s'agit des journalistes, la carte de presse dont on est détenteur, qui n'a pas de valeur, aucune, à part peut-être renseigner que vous êtes journaliste. Et cette carte de presse a besoin d'une campagne d'éducation du peuple et de certains corps de la société béninoise pour pouvoir être à l'aise et permettre aux journalistes, même si les avantages fixés dans le décret de 2013 ne sont pas appliqués, il faut au moins que les avantages ou la corporation, le métier soit respecté et reconnu. Parce que quand vous prenez les forces de l'ordre, il y en a qui sont réticents à la présentation de la carte de presse. Quand ils apprennent juste que vous êtes journaliste, c'est comme si vous êtes leur ennemi. Alors il faut le leur dire. Donc, il faut leur dire qu'ils ont l'obligation de respecter le journaliste et de lui permettre de circuler la carte de presse. Voilà, un journaliste qui présente sa carte de presse, parce que la HAC qui délivre la carte de presse est une institution républicaine. Et la carte constitutionnelle. Et la carte est signée du ministre. Et donc, de la communication. Et du président de la HAC. Et du président de la HAC. Et quand vous faites référence à la Constitution, c'est une institution constitutionnelle qui délivre une carte à quelqu'un qui exerce un métier et vous refusez de reconnaître ça. Et moi, je pense que la première étape, c'est là. La deuxième étape, c'est la réticence de ceux qui refusent qu'on ait accès aux sources d'information. Parce que ça fait partie, donc, des avantages ou des règles qu'il faut respecter. Nous, notre exercice, notre métier s'exerce avec, disons, l'accessibilité aux sources. Voilà, l'accessibilité aux sources. Vous refusez de donner des informations. Il y a même une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale sur l'accès aux sources d'information. Qui oblige l'administration à donner. Donc, c'est pour ça que je dis, les autorités à divers niveaux doivent normalement éduquer leurs subalternes, leur hiérarchie, pour que au moins la reconnaissance là existe. Maintenant, il y a d'autres avantages qui ont besoin donc de la prise d'arrêté d'application donc de ce décret-là. Je ne vous arrête pas. Voilà. Moi, j'ai été surpris, par exemple, d'apprendre hier que le journaliste peut, après 15 ans de travail continu, bénéficier d'un passeport de service. Vous connaissez les utilités. Exactement. L'utilité du passeport de service. Deuxièmement, le journaliste, dans l'exercice de sa fonction, malade, peut et doit bénéficier, selon cet arrêté-là, selon ce décret, de la prise en charge, au moins à hauteur de 75%. Ça me fait plus d'une vingtaine d'années dans cette profession, mais jamais, au grand jamais, personne ne l'a dit, même c'est ça. À mes oreilles. C'est ça. Et deuxièmement, personne ne l'a appliqué. Pourtant, nous avons eu beaucoup de confrères qui sont décédés malheureusement dans des conditions inhumaines. C'est ça. Sans secours. Et le drame, c'est que vous allez comprendre que lorsque vous présentez la carte de presse, même à la banque, on te dit non. Mais je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est que c'est l'ANIP qui établit ou qui renouvelle les cartes. Et donc, il y a les données des pièces d'identité nationales. Ce sont ces données qui sont appliquées. Diaspora FM. Le numéro IFU et tout. Ça veut dire que, normalement, la carte de presse aujourd'hui a le confort d'être une carte nationale d'identité du professionnel. Ouais. Donc, il faut essayer de faire tout ça. Il s'agit, Michel Aonon, je lui tire un coup de chapeau, vraiment avec transparence. C'est lui qui a eu cette idée de créer ce comité de facilitation. Maré, il a fait tout pour qu'au moins la journée aboutisse. Il a eu quelque chose de plus que tout ce qu'on appelle fêtière 2. Fêtière 2, c'est quoi? Quand on est dans une fêtière, on défend la corporation. Mais si le minimum n'est pas défendu, et qu'un individu est éclairé par l'Esprit Saint et dit, bon voilà, allons sur ce terrain, il faut l'accompagner. Il ne faut pas le prendre comme un adversaire futur
qui veut déjà être candidat actif, ou bien qui veut si non. Non, c'est la suspicion légionnaire qui habite le Béninois. Et ce n'est pas bien, parce que moi je pense faut qu'on arrête avec ça. Il a éclairé et moi je lui ai donné mon soutien. Et il aura mon soutien jusqu'au bout. Que ceux qui se disent fêtières, les fêtières ont été mises en place par nous-mêmes. Ouais. Alors si, quand on est élu, on ne veut plus reconnaître les électeurs, c'est grave. Et on ne veut plus penser à leur intérêt, c'est grave. Alors, moi, je pense que c'est un signal fort pour ceux-là qui se disent responsables des fêtières, qu'ils soient là et que ce soit un individu, un membre d'une certaine expérience qui découvre en réalité notre objectif. Ce n'est pas de courir après les postes de fêtières, etc., mais c'est de rétablir nos avantages au bas niveau pour que donc tout le monde puisse en jouir. C'est cela, Rabi Goudou. Il faut vraiment que les professionnels des médias puissent se prendre vraiment au sérieux et se tourner vers les combats qu'il faut mener. Et c'est la revalorisation déjà de cette carte de presse, parce que si vraiment les avantages qui sont énumérés dans ce décret-là étaient respectés, je crois que quand on voyage, les professionnels des médias auraient quand même résolu le problème au moins à 50%. C'est au Bénin que la vie des journalistes me déplaît. C'est dommage. C'est ça. Et c'est bien grave. Quand vous partez, c'est vraiment dommage. Vous avez du talent mieux même que vos confrères d'autres nationalités. D'ici, nous suivons beaucoup. Nous suivons le travail de beaucoup de nos confrères des autres pays. C'est ça. On le sait. La qualité. La qualité, vraiment. Mais ils sont bien payés. Ils sont véhiculés et tout. Ils sont protégés. Mais vous tirez le diable par la queue. Et voilà. Donc c'est bien grave. Il faut qu'on essaye donc d'être conscient de prendre Et moi, je voudrais réellement que le président Talon, ce qu'il a promis aux journalistes, il faut qu'il le fasse avant la fin de son deuxième mandat. Les journalistes, on n'a qu'à valoriser ce métier-là, tout au moins en accordant les avantages liés à la détention de la carte de presse. Ça suffira. Merci à vous, Rabi Goudou. Je vous remercie vraiment d'être venu sur cette émission, partager avec nous vos religions sur les 2 ou 3 sujets qui étaient au rôle de cette émission aujourd'hui. Point 7, c'est fini. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, Rabi Goudou, il est journaliste, spécialiste des questions culturelles et il est expert du domaine culturel et puis officiant à Radio Planète. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. À vendredi prochain. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied.